La cavale a donc pris fin hier en milieu d'après-midi pour l'assassin présumé toujours d'Adeline, la sociothérapeute tuée à Genève jeudi. Cette affaire qui pose une nouvelle fois de manière brutale les réponses que doivent apporter la justice et la société à ce type de cas. Alors que de nombreuses voix, et notamment politiques, demandent le durcissement du système carcéral. On reçoit ce matin Claude Rouillet, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes avocat, vous êtes professeur de droit, vous êtes ancien président, Claude Rouillet du tribunal fédéral. On a entendu le criminologue Martin Kilias il y a quelques minutes sur cette antenne, on a entendu quelques politiques aussi, mais d'abord, avant d'aborder le cas frontalement, juste la capture du fugitif hier en fin d'après-midi, arrêté en Pologne, il s'est échappé depuis la Suisse en voiture. Que va-t-il advenir de sa personne? Il va pouvoir être a priori extradé rapidement? Ah oui, je crois que c'est un cas où l'extradition est accordée par la Pologne sans aucune difficulté à un pays ami avec la Suisse. Je ne sais pas s'il y a un traité d'extradition, il y en avait entre les deux guerres, entre la Pologne et la Suisse. Je ne sais pas s'il y a de nouveau un traité où si la Pologne a ratifié la Convention européenne d'extradition, ça je ne peux pas le dire. Je pense que c'est le cas, mais même si cela n'était pas le cas sous l'angle de la réciprocité, l'extradition de ce personnage ne ferait aucune difficulté. Même s'il s'y oppose, a-t-il les moyens d'ailleurs de s'y opposer? Je ne connais pas le droit, la procédure polonaise, mais il a sans aucun doute, comme en Suisse, les moyens de s'adresser à la justice pour retarder l'exécution de l'extradition, mais celle-ci interviendra tôt ou tard. Peut-être, il y a même certains États qui ne connaissent pas de moyens de recours contre l'extradition. En Suisse, vous savez que c'est organisé de telle sorte que l'extradé peut rester de longs mois, voire de longues années en prison avant d'être, ou même en liberté surveillée, avant d'être livré à l'État requérant par l'État de refuge. On vous avait déjà reçu à l'occasion d'une autre affaire dramatique, l'affaire Marie, Claude Rouillet. Et là, évidemment, on entend beaucoup de voix, on lit beaucoup de monde depuis 3 ou 4 jours, tout le monde a son avis d'ailleurs. Et d'aucuns dire que ça pointe encore du doigt une fois le dysfonctionnement du système d'exécution des peines en Suisse. Est-ce que c'est aussi votre conclusion à la lumière de cette affaire? Alors, moi, j'ai pour principe de me méfier des réactions immédiates dans ces domaines. J'ai lu attentivement le fameux ouvrage d'Auguste Le Bon sur la psychologie des foules, n'est-ce pas, qui était la Bible des dictateurs du malheureux XXe siècle. Et je pense qu'à un moment donné, la sensibilité l'emporte auprès des masses sur toute forme de raisonnement sérieux. Et ici, il ne faut pas oublier, en dépit de ces atrocités qui malheureusement commencent à se répéter un peu souvent en Suisse, que nous avons l'un des meilleurs systèmes qui soit pour pondérer d'une part les nécessités carcérales, les nécessités de la réinsertion des détenus, et d'autre part l'intérêt du peuple à la sécurité. Et je crois que nous avons un bon système. Il y en a d'autres, n'est-ce pas, de systèmes. Il y a le système qui veut qu'on éradique un individu de la société. Et pour ça, il y a 2 moyens. Il y a la peine de mort. Certains l'appellent de leur vœu. On a pu lire ça sur les réseaux sociaux. C'est ça. La peine de mort dont on sait qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne réduit pas la criminalité là où elle est appliquée. Et le deuxième moyen radical d'éliminer des individus dangereux de la société, c'est la relégation. Alors cette relégation existe là où les codes pénaux connaissent les peines incompressibles, ou là, comme dans certains États américains, on applique des peines de 200, 300, 400 ans de prison, ce qui fait que les individus ne sortent plus jamais. Mais nous n'avons pas voulu ça. Le peuple suisse et ses représentants n'ont pas voulu cela. Ils ont voulu des peines de prison relativement modérées, maximum 20 ans, dans des cas exceptionnels, la privation de liberté à vie. Et l'internement à vie pour les délinquants sexuels dangereux. D'abord, la privation de liberté à vie, qui est une peine, oui. Mais même dans ces cas-là, la libération conditionnelle peut intervenir après 15 ans, n'est-ce pas? Et ces peines sont assorties de choses que les gens confondent un peu avec la peine elle-même, qui sont les mesures. Alors, les mesures, c'est des mesures thérapeutiques d'abord, si ce sont des malades, au lieu d'être mis en prison ou après avoir fait de la prison, ils sont soignés, ou alors un internement d'une durée indéterminée pour certains criminels dangereux qui ont commis des actes tels que ceux qui nous concernent aujourd'hui, ou alors l'internement à vie, solution à laquelle je suis absolument opposé parce qu'elle est absurde. Bon, elle a été votée. Oui, mais c'est inutile et absurde. Elle a été votée non pas contre l'avis du Conseil fédéral d'ailleurs et contre l'avis du Parlement. Alors, elle a été votée à la base d'une initiative populaire de gens qui ont peur de tout. Alors, Claude Rouillet, vous nous l'avez dit, se méfier aussi des réactions un peu épidermiques et populistes. Reste que ces cas se multiplient, on l'a dit, Lucie, Marie et maintenant Adeline. On entendait le criminologue Martin Kilias, vous l'avez aussi entendu, qui est une voix qui compte en matière de criminologie il y a quelques minutes sur notre antenne, s'en prenait au juge.
en disant voilà, c'est peut-être aussi la multiplication des erreurs des juges qui ont trop de dossiers à gérer, qui ont trop de paramètres à examiner, etc. Vous qui étiez président du tribunal fédéral, que lui répondez-vous d'abord sur cet argument-là? Bon, j'aime bien Martin Kilias, que je connais personnellement, mais je suis un peu surpris de mettre le fardeau sur les épaules du juge. Il ne s'agit pas du tout de cela. En l'occurrence, ce n'est pas une faute de la justice qui s'est commise, pas du tout. En l'occurrence, c'est une faute de pratique. Comment exécuter des mesures prévues par la loi, qui sont des mesures d'allègement de la peine, dans l'espoir d'une réinsertion de l'individu dans la société. Alors, faute pratique. Allons regarder dans le détail à qui la faute dans ce domaine-là. Ça, c'est à quel moment est-ce que, pardonnez-moi, l'affaire a coincé là? À mon avis, l'affaire n'a pas directement... Il faudrait connaître le dossier de plus près. L'enquête administrative et l'enquête pénale diront les réponses qu'il faut apporter à votre question. Mais en ce qui me concerne, je dirais que ça a coincé, non pas au moment où on a introduit des mesures de réinsertion particulières, là j'y connais rien du tout, mais il semble que d'être avec des chevaux, c'est quelque chose d'efficace. Là, il y a peut-être eu une erreur d'appréciation dans la mesure où cet individu n'était peut-être pas susceptible de progresser dans ce domaine-là. Erreur d'appréciation de qui? Des autorités pénitentiaires? Alors, je voudrais dire une chose d'abord qui m'a frappé ici. Cette affaire révèle un double échec. Premièrement, l'échec de la prison. Parce que cette personne est restée très longtemps en prison, elle a commis 2 autres infractions et une 3e. Et ce qui est curieux, c'est qu'entre ces 3 infractions, il y a un crescendo. Le premier est un viol qu'on pourrait qualifier de simple, qu'on pourrait traiter de simple. Le deuxième est un viol qualifié, et le troisième est un viol outrancier avec meurtre. Alors, c'est le discours inverse de celui qu'on entend, parce qu'on entend depuis avant-hier des gens qui disent c'est l'échec de ces thérapies où on essaie de soigner les gens. Vous vous dites non, au contraire, c'est l'échec de la prison. Alors, en l'occurrence, je n'ai pas affirmé, on peut se poser la question de savoir si la prison est le bon moyen pour un tel individu, puisque au bout de tant d'années de prison, avec les mécanismes que nous connaissons, les mécanismes démocratiques que nous connaissons dans le droit pénal suisse, cette personne n'a fait qu'aggraver son potentiel de criminalité, puisqu'il a fait des actes toujours plus graves. Quoi d'autre que la prison? Quoi d'autre que la prison pour un tel individu? De sorte qu'il ne mette pas la vie d'autrui en danger. Je crois, c'est très difficile, n'est-ce pas? Il y a, parmi les délinquants dangereux, il y a des malades. Ces malades peuvent être soignés. Est-ce qu'ils peuvent être guéris ou pas? Ça arrive. Les autres sont des psychopathes que la psychiatrie ne considère pas comme des malades, mais comme des gens atteints de troubles de comportement, de troubles relationnels ou de troubles... enfin, ils ont différents termes pour cela. Et ces psychopathes non curables sont considérés comme des sortes de bossus psychiques qu'on ne peut pas soigner. Ils souffrent de quelque chose, mais on ne peut pas les guérir, on ne peut pas les redresser. On ne peut pas en faire d'un bossu un homme droit. On ne peut pas faire d'un psychopathe un homme qui se comporte normalement. La preuve, c'est qu'après des dizaines d'années d'emprisonnement, comme le fameux Burki, qui s'était évadé de Bellevue et qui avait passé 47 ans en prison, il recommence. Si on le laisse dans la nature, il recommence. Ça, on le sait en ce qui concerne cette personne. Alors, que faire avec ces individus? Je crois que là, en effet, c'est l'internement. Mais pas l'internement à vie qui ne sert à rien et qui est sans issue, mais un internement pour une période indéterminée avec un examen régulier de son évolution. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 2 ans. Parce qu'une résurrection est toujours possible. Moi, je suis un humanisme profond. Je crois à l'homme. Et je crois aux possibilités de redressement de l'homme. On me l'a souvent reproché, mais c'est comme ça. Je ne peux pas m'empêcher, par ma formation, d'abord chrétienne, puis social-démocrate, d'être profondément humaniste. Et tout cela m'amène à la conclusion que la société doit tout faire, tout en maintenant sa sécurité de manière catégorique, n'est-ce pas, pour que les individus qui ont dévié soient remis dans le droit chemin. Quand c'est pas possible, eh bien cet internement d'une durée indéterminée deviendra pratiquement un internement à vie. Oui, c'est ça. De facto, ce sera un internement à vie. Ce sera un internement à vie. Mais on aura pris toutes les mesures qu'il fallait prendre pour que cela ne soit pas le cas. Tandis que l'internement à vie, tel qu'il a été conçu par la suite de l'initiative populaire, combattue d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le Conseil fédéral et par le Parlement, l'internement à vie ne laisse aucune issue et aucune possibilité de réinsertion sous réserve de changement de la science, etc. C'est-à-dire sous réserve de tous les miroirs aux alouettes possibles. Il n'y a pas d'issue.
Claude Rouillet, il n'y a pas d'issue. Ce qui fait que ces internés à vie deviennent des fauves et des gens vraiment dangereux pour ceux qui les surveillent. Alors on les met au mitard et on les oublie, ce qui est un traitement comparable à la peine de mort.